Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 25 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Alors, aujourd'hui, on va faire un truc très particulier pour le coup, un format qui sort de l'ordinaire, très clairement, puisque aujourd'hui, on va parler du livre The Mid-Range Theory. Bon, alors, pourquoi parler de ce livre ? Tout simplement parce que ça a été fait par un analyste très connu qui s'appelle Seth Partnow, qu'on a déjà cité pas mal de fois sur le podcast. Et donc voilà, d'une part, il y a ce côté de Seth Partnow est un des meilleurs analystes NBA qu'on ait actuellement, donc ça vaut le coup de parler de son travail, bien sûr. Et puis d'autre part, quand même, il faut dire aussi que ce genre de bouquin, c'est assez rare. C'est assez rare, des bouquins qui parlent du jeu, des bouquins qui parlent de statistiques. C'est vrai qu'en général, les livres qu'on a sur le basket, c'est plutôt pour nous raconter des histoires, des biographies. Et donc finalement, c'est vrai que ce genre de livre qui parle de stats en elle-même, c'est assez rare. Donc, c'est d'autant plus intéressant. Et puis, aussi, troisième élément qui me poussait un peu à vouloir parler de ce livre, c'est que très simplement, ce livre est un vrai événement. Comme je vous disais, c'est fait par un des meilleurs analystes sur la sphère médiatique de NBA. Et donc, c'est vrai que ce livre a été un véritable événement, qui a été relayé par tout le monde en a fait de la pub, des figures très importantes du monde médiatique NBA en ont fait la promotion, de Zach Lowe à Ben Folk, le grand boss de Cleaning the Glass, en passant par Ben Taylor, en passant par Chris Herring, etc., etc. Donc voilà, vraiment, ce livre a été un vrai événement de la sphère NBA ces derniers temps. Et donc voilà, c'est un peu pour ça que je voulais parler de ce livre-là, que ça me paraissait assez intéressant de le décortiquer. Et donc, pour parler de ce bouquin, j'ai fait appel sur le Basket Lab une nouvelle fois à Rafa. Rafa qui tient le compte des Timberwolves FR, que vous avez déjà entendu sur le podcast pour parler de Anthony Edwards. Mais il faut savoir aussi que, par ailleurs, en plus d'être un fan de Minnesota, c'est surtout quelqu'un dont le métier est d'être professeur de littérature. Donc évidemment, c'est une personne idoine pour parler de ce livre avec nous. Donc aujourd'hui, dans notre laboratoire de recherche sur le jeu, on va parler du livre de Seth Partnow, The Mid-Range Theory. Bienvenue dans le Basket Lab. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un livre, un livre assez marquant de la littérature basket de ces derniers mois, même de ces dernières années, on peut dire ça comme ça. Et pour parler de ce livre, on reçoit quelqu'un qui est déjà venu sur le Basket Lab, que vous connaissez, c'est Rafa. Salut Rafa. Salut Liam. Ça va ? Comment je sais que non, comment ça va déjà ? Ça va très bien. Ça va très bien. Ouais. Minnesota va bien et tout. Voilà, tout va déjà ça impeccable, on est sur une série de victoires. L'écho des parquets n'a rien fait pour empêcher cette série. Je suis ravi. Ouais. Très bizarrement d'ailleurs. Oui, très bizarrement. Ouais. Le niveau des adversaires aide. Hein, oui. Si tout va bien, tant mieux, mais c'est vrai que j'ai failli commencer par dire que je t'ai invité pour une tâche qui est pas si facile que ça, finalement. Parce que c'est vrai qu'au niveau du format, on fait pas toujours des critiques, des podcasts critiques de livres. Mais en plus, c'est vrai que le livre, on va en parler, le livre est assez particulier, finalement. Donc Rafa, que vous connaissez très bien, évidemment, du compte Twitter T-Wolves FR, hein, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Voilà, Rafa aussi, rédacteur sur Basket Info. Et en plus, ce que j'ai beaucoup aimé t'avoir aujourd'hui, puisque en plus dans la vraie vie, en dehors du basket, tu es prof de littérature, notamment aussi à l'ENS, donc t'as quand même un peu de billes de ce côté-là, et donc je pense que tu vas nous apporter aussi beaucoup pour décrypter un livre. Et même, tu avais déjà aussi écrit pas mal d'articles assez intéressants pour Basket Info, notamment un livre sur qui parlait du livre, comment parler d'un livre qu'on n'a pas lu, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Et t'as fait une adaptation, comment parler d'un match de NBA qu'on n'a pas vu. Ouais, exactement. Ouais. C'est du livre de Pierre Bayard, ouais. Et où je parlais des statistiques justement. Un article qui avait beaucoup plu à l'époque. T'avais aussi d'ailleurs fait une review du livre de Sam Smith, ouais. Les fameuses Jordan Rules, qui a été traduit par Lucas d'ailleurs, qu'on a déjà eu sur le podcast aussi. Mais donc voilà, j'espère qu'avec
avec toutes tes connaissances que moi je n'ai pas, donc tout ce qui est littérature, autant pour le fond que la forme, tu vas pouvoir m'aider. Mais donc on peut passer indirectement à ce livre-là, donc The Midrange Theory par Seth Partnow. C'est vrai que, bon, toi du coup, tu es un gros lecteur, ça va de soi. Mais c'est vrai que le truc qu'on s'était dit un peu en antenne la dernière fois, c'est que c'est vrai que, moi je suis pas à ton niveau, hein, mais je lis quand même aussi pas mal de livres, mais même pour nous, c'est quand même une lecture assez poussive, mine de rien. Ah oui, carrément. Et ça pose la question d'ailleurs de la cible, parce que c'est pas un livre qui se lit comme un livre de vulgarisation. C'est un livre qui a un aspect un peu scientifique, avec pas mal de graphiques, avec pas mal de notes de bas de page, et un peu longue parfois. Donc la lecture est un peu poussive, pas toujours très fluide, mais je trouve que c'est aussi une question de style personnel. Donc Seth Partnow, il travaille à The Athletic, et même si ses articles sont souvent très intéressants, je trouve pas que son style soit très fluide en général. Il y a un côté un peu à la fois esprit d'escalier et un peu confus parfois, ou alors très technique, qui fait que il est moins agréable à lire que pour comparer avec quelqu'un comme Ben Folk, par exemple, de Cleaning the Glass, qui je trouve est le modèle de la clarté quand il s'agit de parler de statistiques. Partnow, c'est toujours très dense et un peu confus, à mon sens. Tout à fait, ouais. Mais d'ailleurs, tu as parlé d'entrée de jeu, tu parles de la question de la cible, et on va y venir, parce que pour moi, c'est vrai que c'est le point central, mine de rien, de ce livre. Alors, peut-être première question, hein, très simplement, après qu'on ait dit ça, finalement, quel est ton avis un peu très général, avant qu'on rentre dans ce sujet, quel est ton avis très général sur ce livre, en tant qu'œuvre, en tant que livre, hein, tout simplement, surtout aussi par rapport à tes attentes que tu pouvais avoir avant d'acheter ce livre et de le lire? L'avis général, l'impression générale, c'est d'un peu de déception, parce que je trouve que le livre, qui a plein de qualités, de choses intéressantes, dont on va développer un peu après, je pense, comme unité, ne tient pas trop, parce qu'il est... je suis pas sûr de comprendre exactement ce qu'il veut faire. Oui. Et pour moi, le problème vient notamment du début, où il y a 2 ou 3 avant-propos, introduction et tout ça, qui n'introduisent pas grand-chose, je trouve, et ça manque d'un objectif clair de début. Et donc, c'est un livre qui a plein d'atouts, parce que il y a plein de petites choses qu'on peut aller chercher, telle page, telle analyse, qui sont vachement intéressantes. Mais je serais intéressé de savoir comment il a été conçu, parce que j'ai presque l'impression de choses qui ont été un peu ajoutées et entre elles de manière un peu hétéroclite, et qui ne forment pas à proprement parler un livre avec un concept clair, je dirais. Oui, t'as un peu l'impression que c'est un recueil d'articles, presque. Ouais, c'est ça. Moi, c'est vraiment l'impression que j'ai eu en lisant ce livre, et le truc que j'en ressors, c'est un amas de petits articles sur différents sujets qu'il a mis dans un bouquin, quoi. Mais oui, parce que même la progression d'un chapitre à l'autre est pas très claire. On comprend pas trop pourquoi ça est dans le chapitre 2 et un autre dans le chapitre 6. Et presque tu pourrais le lire dans le désordre, en fait. Ah oui, ça changerait pas grand-chose. Complètement, ouais. À part une phrase de temps en temps où il dit comme on parlait au chapitre 2, mais en vrai, t'enlèves ces phrases-là, tu peux l'organiser de la manière dont tu veux, ce livre-là. Mais c'est vrai que, juste pour rester sur la vie très générale, j'ai été aussi vraiment déçu, pour le coup. Mais c'est peut-être aussi proportionnel, ma déception, proportionnelle aux attentes qu'on pouvait avoir sur ce bouquin, sachant qu'on y arrive, hein, du coup, mais Seth Partnow, c'est un des meilleurs analystes NBA qu'on a actuellement dans les médias, je pense qu'on peut dire ça. Pas forcément le meilleur, selon moi, hein, chacun a des avis différents, mais je pense que c'est très clairement un des meilleurs. On a eu aussi une énorme campagne de com et de promo autour de ce bouquin, qui finalement a placé des attentes assez hautes. Alors je sais pas à quel point c'est juste ou non de raisonner comme ça, mais ça a été un peu de manière intuitive ou de manière automatique que ça s'est fait, en tout cas dans mon cerveau. C'est voilà, il y a eu ça fait quand même beaucoup de bruit, et c'est quand même pas commun que un livre sur du jeu ou sur du basket, et même aux États-Unis, fasse autant de bruit, fasse autant de promos, fasse autant de ce genre de choses. Donc c'est vrai que par rapport à ces attentes-là qui avaient été placées, ma déception est d'autant plus grande. Je sais pas, toi, au niveau des attentes, qu'est-ce que... Ouais, parce que en plus, le titre est prometteur, quoi. L'évolution du basket à l'époque des analytics. En fait, moi, j'attendais quelque chose d'un peu, d'une mise en perspective un peu générale, qui soit très claire et tout. Mais en un sens qui est un peu bête, parce que c'est pas le style de Partnow.
il a pas ce sens de la synthèse, je trouve. C'est un analyste, quelqu'un qui est un vrai statisticien et qui donc ne conclut jamais vraiment, laisse toujours les choses en suspens. Et peut-être que c'est pas un format pour lui aussi, hein, d'écrire un livre. C'est possible que il soit plus efficace dans la durée d'un article plutôt que sur un livre général. Donc oui, je partage cette déception, surtout que, alors on en parlait un peu avant de prendre l'antenne, mais sur le livre lui-même, il y a plein de compliments de gens qui sont des références, quoi, qui sont parmi les tout meilleurs, Zach Lowe, Ben Falk, Ben Taylor, puis même hors sport, David Epstein, celui qui a écrit Range notamment, qui sont pour moi des références, notamment parce que ils ont cette capacité à la fois à généraliser, à vulgariser, tout en restant très précis, ce qui est un des trucs les plus durs à faire en fait. Et qui disent ouais, c'est une lecture extraordinaire. C'est le livre de la décennie, quoi, presque. Ouais, voilà, c'est ça. Alors que bon, non, enfin, à mon sens, non, en tout cas. Oui, enfin, c'est ça, j'exagère peut-être un peu, mais t'as une promo qui te dit, c'est le Moneyball du basket, presque. Quand on sait l'impact qu'a eu ce bouquin Moneyball à l'époque, vraiment révolutionnaire. Et c'est vrai que du coup, ces attentes-là, elles sont jamais, le vrai niveau de ce livre, je trouve, est très décevant par rapport à ces attentes. Mais donc, on peut enchaîner, hein. Seth Partnow, peut-être on peut le présenter pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc, Seth Partnow, c'est quelqu'un qui a été notamment, hein, principalement, directeur de recherche du basketball et des analytics du côté de Milwaukee, des Milwaukee Bucks. Donc voilà, et on peut dire aussi, le titre est très pompeux, un directeur des recherches analytiques, etc. C'est pas non plus quelqu'un en fin de carrière qui a passé toute sa vie dans les front office, etc. Non. C'est plutôt quelqu'un de 35-40 ans, je connais pas son âge précis, mais quelqu'un d'assez jeune qui, en fait, s'est révélé en étant plutôt un geek des stats. À la base, il vient de l'Alaska. Il a fait une école de droit, comme pas mal de gens d'ailleurs qui finissent par écrire sur le basket. Il a fait une école de droit. Et il a lancé son blog, je sais pas si toi t'en avais entendu parler, de Where Offense Happens, en 2013, qui avait eu un petit succès. Mais surtout, je pense que tu connais le deuxième, qui est le blog de Nylon Calculus. Ouais. Qui lui a pris beaucoup plus d'ampleur depuis. Et donc c'est comme ça que 3 ans après avoir lancé ce premier blog, en tout cas, en 2016, il est embauché par Milwaukee, et de 2016 à 2019, donc il occupe un titre de directeur des recherches basket et analytics du côté de Milwaukee, des Bucks. Et depuis 2019, bon, je sais pas trop pourquoi d'ailleurs, je sais pas si son contrat est fini, s'il lui-même voulait quitter, on sait pas trop pourquoi, mais depuis 2019, il est de retour dans les médias, dans la sphère un peu médiatique et en tant qu'analyste. Vous pouvez le trouver à Seth Partnow sur Twitter. Il écrit, comme tu dis, pour The Athletic. D'ailleurs, toi qui le lis sur The Athletic, c'est quand même une des figures de The Athletic, non? Oui, même si je pense que cette année, il a dû prendre, son contrat a dû être un peu modifié, ou il a dû prendre une sorte de congé pour la promo du livre, parce qu'il écrit beaucoup moins. L'an dernier, les 2 dernières années, il écrivait bien 2 fois par semaine. Là, c'est beaucoup plus rare. Mais le contenu est toujours intéressant, et il fait notamment pendant les playoffs, il fait des points sur les stats. L'an dernier, il avait un point hebdomadaire sur les phénomènes statistiques, et puis il fait un des grands trucs qui fait débat, qui est un peu fait pour ça, qui est le ranking des joueurs de la NBA, quoi, par tiers. Oui. Et qui vient de mettre à jour là il y a une semaine ou deux. Voilà, qui d'ailleurs a un peu les mêmes défauts que le livre en un sens. Oui, tu me disais, il y a les mêmes défauts de mise en page que pour le livre. Bon, après, t'es quand même d'accord. Je pense que tu seras un peu d'accord avec moi que ça reste un des meilleurs analystes NBA qu'on ait actuellement, en tout cas dans la sphère médiatique. Ouais, et puis un des plus fins. Oui, tout à fait. Et un des moins susceptibles de céder à la volonté de faire des conclusions définitives, à un point même qui passe un peu sur Twitter, on le voit être un peu en mode rabat-joie. Oui, c'est ça, ouais. Peut-être même à l'excès, presque. Voilà, exactement. Dès qu'il y a quelqu'un qui tweet sur une stat, pour faire un peu de chiffres et tout ça, lui, il vient dire, ouais, mais non. Oui, tout à fait. C'est plus compliqué que ça. Et donc, il écrit pour The Athletic. Il a aussi un podcast, The NBA Show, avec Dave Dufour et Modakil, qui lui-même, un Modakil est un ancien coordinateur vidéo, je crois, scout vidéo des Clippers notamment, il me semble. Et il est aussi Seth Partnow, pardon. Il travaille pour StatBomb, le site bien connu de stats, qui fait dans tous les sports, hein, il me semble. Et il a depuis cette année un podcast aussi sur une plateforme que je connais pas et que j'écoute pas, mais ah oui, c'est vrai.
je me rappelle plus comment ça s'appelle, mais qu'il a lancé cette année, mais j'ai jamais écouté. J'ai pas le nom non plus, je l'ai pas noté effectivement, mais peut-être on pourra le mettre sur Twitter aussi en lien. Et c'est vrai que bon, la structure de l'émission elle va être assez simple. On va d'abord parler un peu de la forme du bouquin, donc à la fois la forme, la mise en page, le style, etc. Et ensuite on passera au fond. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le fond, sur les thèmes abordés, ce qui nous a plu dans les thèmes abordés, ce qui nous a un peu moins plu. Voilà, on discute un peu du fond. Mais c'est vrai que on peut le dire aussi, je pense qu'on va avoir pas mal de critiques, donc j'ai pas non plus envie qu'on ait que ce podcast soit beaucoup trop de négativité, on peut le dire comme ça. Le but c'est pas de détruire un bouquin gratuitement, quoi. Je pense que tu seras un peu d'accord avec moi, mais c'est vrai que pourquoi est-ce qu'on fait ça aussi? Déjà pour donner notre avis, et ça n'est que notre avis, donc même si il y a des critiques, c'est pas catastrophique, ce n'est que notre avis, et surtout, on parle aussi de ça parce que justement, t'as commencé à en parler. C'est un livre qui a eu beaucoup de promos et beaucoup de louanges très importantes de la part de l'ensemble de la sphère médiatique basket. Et que du coup, en fait, je sais pas si tu seras d'accord, mais on l'analyse aussi en tant que œuvre majeure du paysage littéraire NBA. C'est aussi pour ça que c'est intéressant, et c'est comme si si on était amené à faire la critique d'un gros match ou d'une grosse série de playoffs, quoi, finalement. Ouais, absolument. Donc on peut passer tout simplement avec la forme, on peut commencer de ce côté-là. Moi j'ai noté pas mal de points, mais j'ai envie de te donner un peu carte blanche. Vers quelle direction tu veux partir pour un peu au niveau de la forme de ce bouquin? Alors, pour expliquer à ceux qui l'ont pas lu, donc il est pas ultra long, il fait 250 pages. Il est divisé en 14 chapitres, dont, comme on l'a dit, les liens entre eux sautent pas forcément aux yeux. Et il y a une annexe qui est pas mal, qui fait un point sur plusieurs données statistiques, plusieurs mesures statistiques. Moi, la première chose qui m'a frappé sur la forme, mais qui me frappe toujours avec Seth Partnow, c'est que il faut être vachement concentré pour le lire, parce que il te prend pas vraiment par la main. On en revient à cette idée que c'est pas un livre de vulgarisation, selon moi. C'est je sais pas. Je trouve que quand on n'est pas forcément un spécialiste de statistiques, la vulgarisation, ça passe aussi par l'explication des choses, ça passe aussi par la comparaison, la métaphore, pour faire comprendre au lecteur pas forcément très au point là-dessus de quoi on parle. Et pour moi, Partnow il y arrive de temps en temps, mais pas toujours. Et puis surtout, moi, ce qui m'agace un peu toujours quand je le lis, c'est qu'il a cet esprit d'escalier. C'est-à-dire que il te lance un truc, un débat, par exemple, on va dire pourquoi les triples-doubles de Russell Westbrook sont surévalués. Et ensuite, t'as 3 pages où il parle d'autre chose. Et il va revenir à Westbrook après, mais pas complètement. Et il y reviendra dans un 3e temps pour arriver à ne jamais complètement conclure. Donc c'est un processus intellectuel qui est un peu perturbant à la lecture, je trouve, qui est je pose une question, je fais toutes sortes de pas de côté parce que j'estime que c'est nécessaire pour qu'on comprenne, mais ça rajoute un peu à la confusion à mon sens. Et à la fin, je ne conclus pas vraiment, ce qui est très louable parce qu'il est dans l'esprit du statisticien qui dit les chiffres ne nous disent pas tout, mais qui est un peu frustrant à la lecture parce que déjà, faut bien se concentrer pour comprendre ce dont il veut exactement nous parler, et on a l'impression qu'il ne va jamais complètement au bout de sa réflexion. Je pense volontairement, parce qu'il estime que c'est pas possible et que le rôle du statisticien n'est pas de donner des réponses, mais d'apporter des questions et de mettre en perspective les questions. Mais ça rend la lecture pas très fluide, pas très fluide et un peu. Faut presque prendre des notes quand on lit pour être sûr de bien saisir. Oui, d'ailleurs, comment dire, ce qui illustre bien aussi cette façon de penser qu'a Seth Partnow et cette façon d'écrire. Alors d'ailleurs, c'est peut-être là où, je sais pas ton avis, mais c'est peut-être là où un éditeur aurait pu peut-être l'aider un peu plus à structurer de manière plus fluide et plus linéaire aussi. Enfin, je sais pas si c'est un peu ça le rôle de l'éditeur, non? Ouais, carrément. Je sais pas comment ça s'est passé du point de vue éditorial, mais ça donne pas l'impression d'un livre très très édité, ouais. Comme s'il avait fait un peu son boulot de son côté et qu'il y ait personne pour lui dire ouais mais là c'est pas très clair, reprécise. Parce que le fait que lui il pense comme ça et qu'il écrive comme ça, c'est pas un problème, mais bien sûr, ouais. C'est vrai que du coup il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui l'aide à ce que le rendu soit plus digeste, peut-être, je sais pas si c'est le bon mot, mais plus digeste une fois qu'on le lit, quoi, parce que voilà,
Bon, t'as parlé aussi déjà de la grosseur du livre. C'est vrai que au final, il y a assez peu de contenu, je trouve, bon, il y a pas beaucoup de pages non plus. Parfois écrit gros, parfois avec des énormes graphes qui te prennent toute la page ou voilà. Avec en plus on y arrive du coup. Parfois t'as aussi un tiers de la page qui est pris par des notes, des espèces de notes en bas de page. Et donc moi c'est aussi une de mes critiques là-dessus et je peux te lancer. Enfin moi je trouve qu'il y a beaucoup trop de notes de bas de page pardon. Et c'est un peu insupportable quoi. Ouais, c'est pour ça que enfin ça ressemble plus à un livre presque de recherche un peu. Voilà, je suis sur la page 42 par exemple, oui, il y a plus de la moitié de la page qui est prise par des notes et qui sont pas inintéressantes en soi hein, d'ailleurs. Mais on en revient à la question de à qui ça s'adresse. C'est ça, ouais. Surtout que les notes sont de nature très différente. T'as des notes pour rappeler que je sais pas, Harden a fini deuxième au vote du MVP cette année-là, et puis t'as des notes pour expliquer un peu en détail la loi de Bayes en statistique, quoi. Ce qui l'un est anecdotique, l'autre est une question de base scientifique pour comprendre ce dont il parle. Donc là encore, travail éditorial un peu bizarre. Les notes, pourquoi pas, mais il faut la note, elle est là normalement pour ne pas être essentielle à la lecture. C'est un truc qui est là pour donner une référence. Et là, parfois, on se dit ah bah oui, mais ça, il faudrait peut-être plus que ça soit dans le corps du texte, si c'est important, et pas en note, quoi. Donc ouais. Oui, c'est exactement ça. C'est ce que j'avais noté aussi. C'est en fait soit la note elle est indispensable et à ce moment-là tu peux l'inclure dans le texte très simplement. Soit tu considères qu'elle est superflue et tu ne la mets pas. Mais c'est vrai que là on est dans cet entre-deux où, alors comme tu dis, parfois il y a des notes très classiques de dire il parle d'un joueur et il dit petite note, ah ben lui il a fini tant MVP, lui il a fait ça ensuite, voilà. Ça, ok, c'est les notes, l'utilisation un peu classique. Autant il y a des fois, comme tu dis, il ouvre des nouveaux chapitres ou des nouvelles idées où il explique un truc complètement différent. Et c'est vrai que c'est très particulier et c'est un peu pénible à lire finalement parce qu'en fait il y en a à chaque page en plus. Ah ouais. C'est pas quelque chose qui arrive une fois tous les 5 ou 10 pages. Bon, tu dis bon, ok, il fait un crochet là, ok, je le lis et puis je recommence ensuite le texte. Là, c'est vrai que moi-même au bout d'un moment, en fait, j'ai juste abandonné de les lire ces notes, malheureusement, parce qu'en fait, t'as l'impression de lire 2 textes à la fois, quoi, presque. Du coup, je sais pas si j'exprime bien ce sentiment, mais c'est un peu la question de à quel point est-ce que tu arrives à structurer ton texte pour qu'il soit fluide. Et là, non seulement le texte en lui-même, on l'a dit, est pas très fluide et il y a un esprit en escalier, mais en plus de ça, tu rajoutes aussi des allers-retours avec les notes en bas de page qui parfois parlent d'autre chose, quoi. Donc c'est un peu compliqué, quoi. J'avais noté aussi, tu en as parlé un peu, l'esprit en escalier. Moi, j'ai mis, c'est vrai qu'il y avait trop de tiroirs. Il y a trop de tiroirs qui ouvrent sur des tiroirs, qui ouvrent sur des tiroirs, et on les referme pas assez finalement. C'est vrai que c'est un peu dommage. Et aussi, là où ça marche pas, ce côté tiroir et ce côté tangente à chaque fois sur des petits sujets, c'est qu'il n'y a pas de thème principal finalement. Parce que la manière dont c'est Lucas qui en parlait dans le podcast qu'on a fait sur le documentaire il y a quelques temps, Gunning for the Number One Spot, la littérature américaine documentaire où ils aiment bien fonctionner avec un thème principal ou une histoire, et au fur et à mesure qu'on rencontre un élément dans l'histoire, on ouvre un tiroir, on voit tout ce qu'il y a dedans, on le referme et on avance, on revient à l'histoire principale, on avance, on retrouve un autre personnage, on ouvre ce tiroir, on voit ce qu'il y a dedans, on le referme, etc. Là, c'est vrai que comme il n'y a pas de thème principal, en fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de petits tiroirs qui partent un peu dans tous les sens, quoi, et t'as pas cette impression d'unité. Je sais pas si tu me rejoins là-dessus. Ah si, complètement. C'est exactement ça. C'est comme si on lui avait dit bon, écoute, fais un livre sur les statistiques. Et donc lui, il le fait en foutant un peu tout ce qui l'intéresse, ses analyses. Mais l'objectif central, l'histoire entre guillemets centrale, n'est jamais présente, quoi. C'est assez perturbant. C'est le travail éditorial qui manque, sans doute. Je sais pas comment il fonctionne chez cet éditeur, mais parce que même le titre, The Mid-Range Theory. Oui. Oui, c'est un chapitre, mais c'est pas
c'est pas aussi clair, par exemple, que le livre de Kurt Goldsberry, qui, bon, par ailleurs est assez mauvais, mais où il y a une idée, quoi. Il y a une idée centrale. Je trouve pas qu'elle soit très convaincante, mais peu importe. Il y a une idée, et on peut résumer le livre. Là, résumer le livre, c'est impossible, en fait. Bah oui, parce qu'il y a des endroits où ça parle de jeu, il y a des endroits où ça parle de la vie d'un analyste NBA, Oui. il y a des endroits où ça parle de comment les stats sont décomptés. Enfin, c'est vrai que ça va un peu dans tous les sens. J'aurais aimé aussi avoir ton avis peut-être plus précisément sur le style, sur sa plume. C'est vrai qu'on en a parlé un peu de cette manière dont il construit son texte, d'aller un peu dans tous les sens, mais vraiment sur le style en lui-même, qu'est-ce que tu penses de son style tout simplement? Bah, c'est pas d'une élégance folle, hein. Zach Lowe parle sur la couverture de grâce. Il y en a peu qui écrivent à propos des nombres derrière le jeu avec autant de grâce que Seth Partnow. Vraiment, le mot grâce me paraît très excessif parce que on sent que c'est quelqu'un qui écrit de manière technique. Il écrit de manière technique et c'est pas mal, hein. C'est un statisticien avant tout, mais quand il écrit de manière technique, il essaye parfois de faire un peu d'humour, de faire des passages un tout petit peu plus, un petit peu moins techniques, un peu moins statistiques, qui parlent un peu plus à tout le monde. Je trouve que souvent ça tombe un peu à plat parce que ça rajoute à la confusion plutôt que ça n'éclaire. Et c'est toujours très difficile d'expliquer pourquoi un texte est clair et pourquoi un texte n'est pas clair. Oui, mais c'est vrai qu'il y a des fois, il y a des références ou il y a des citations qui sont soit pas très subtiles ou alors qui semblent pas naturelles, quoi, finalement, dans le texte. Oui, c'est ça. Et plus généralement, je trouve que son style est quand même très oral, finalement. Oui. Au-delà même du côté technique, c'est un style très oral qui passe quand même beaucoup moins bien qu'un style peut-être plus romancé, plus travaillé à l'écrit. Oui, d'ailleurs, ça se voit, je trouve, dans l'idée de l'esprit d'escalier. C'est-à-dire que souvent, il développe un truc, il pose une question, il fait des pas de côté et tout ça. C'est typiquement la manière dont on mènerait une discussion en disant ah oui, bah voilà, est-ce que ça veut dire ça? Bon bah parlons de ça, revenons à notre truc et tout ça. On sent quelqu'un qui n'a pas une formation de journaliste en fait, au sens de journaliste qui a l'habitude d'écrire. Oui. Et c'est là où, pour moi, Ben Folk est incomparable parce que c'est quelqu'un qui a une formation de statisticien, qui est un scientifique, mais qui a cette clarté d'expression qui est incroyable. Et c'est très dur à faire, hein, et c'est aussi dur à commenter parce qu'on se dit mais comment ça se fait que ça soit clair et que ça soit compréhensible. Là, chez Partnow, tu sens bien que c'est pas quelqu'un qui a l'habitude d'écrire en fait. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que dans les remerciements à la fin, il remercie ses éditeurs à The Athletic pour lui avoir appris ou réappris à écrire. Et bon, on sent bien que le processus n'est pas encore terminé, quoi. Tu veux dire heureusement qu'il a pas écrit il y a 5 ans alors, c'est ça? Ouais. Non, mais c'est vrai qu'il y a un peu ce style très oral, et on parlait du fait qu'il y a peut-être pas eu d'intervention des éditeurs pour intégrer les notes dans le texte. Peut-être aussi que ça aurait été très intéressant que Partnow prenne un auteur, tout simplement. Ouais, exactement. Au-delà d'un éditeur, peut-être d'écrire le livre à deux, ça aurait pu aider, hein. Je sais pas ce que t'en penses, mais c'est une manière aussi de contourner ce problème de c'est pas son métier, quoi. Ouais, ou alors peut-être de faire une formule sous forme d'entretien. Oui. Même de faux entretiens un peu, hein, mais qui soit pas juste face à face, mais souvent ça marche bien dans la vulgarisation scientifique, par exemple. Vu que c'est très difficile dans la vulgarisation scientifique, par exemple la physique quantique ou des choses comme ça, de faire comprendre des processus et des concepts très compliqués pour les gens normaux, entre guillemets. Souvent on passe par le biais de l'entretien avec quelqu'un qui est un peu étranger à ça et qui joue le rôle du lecteur lambda en posant les questions. Et je pense que ça aurait peut-être mieux marché. Alors je sais pas qui ça aurait pu être, mais vu qu'en plus lui a plus un fonctionnement presque de dialogue oral, mais qui est avec lui-même et qui du coup, comme c'est un dialogue avec lui-même, il pose des questions en présupposant que les choses sont claires pour les gens qui le lisent. Peut-être qu'il aurait mieux valu que le dialogue soit avec quelqu'un pour qui c'est pas forcément clair. Mais c'est vrai que, je sais pas comment on définit le style. Peut-être toi tu sauras répondre mieux que moi, et encore c'est une question très difficile, mais c'est vrai que moi j'aime bien l'idée que c'est une manière d'arriver à articuler les idées de manière claire et agréable. Et c'est vrai que ces deux éléments-là, on les a pas trop dans le style de Partnow. Donc c'est un peu dommage. Et
pour le coup, je parlais d'écrire ça, d'écrire un bouquin, et là, avec toi aussi, tu viens de le dire, en forme de dialogue ou avec quelqu'un d'autre, avec un vrai auteur. C'est vrai que moi, il y a un livre qui parle de stats, et pour le coup, c'est sur le foot, où on a un peu ça, c'est le fameux, je sais pas si tu l'as lu, le fameux Soccernomics. Non, je l'ai pas lu, mais il faut que je le lise. Alors, ok, moi, je vous le recommande vraiment, c'est une référence absolue. Alors, en français, c'est les attaquants les plus chers ne sont pas forcément ceux qui marquent le plus. Mais en gros, voilà, il parle de, c'est un livre qui aborde plein de sujets à propos du foot, alors que ce soit d'ailleurs les statistiques, que ce soit pourquoi est-ce que des pays gagnent la Coupe du Monde ou pas, comment ça fonctionne au niveau des entraîneurs, le turnover, etc. Enfin, il y a plein de sujets abordés, il y a plein de stats. Et pourtant, moi, je me souviens que c'est un livre que j'étais pas arrivé à poser, quoi. Je l'ai lu presque d'une traite, c'est vraiment incroyable. Et notamment, ce qui aide aussi, c'est que au-delà du terme technique, des termes techniques abordés dans le livre, au-delà des notions, on a aussi finalement, au-delà du style, on a aussi pas mal un texte où il y a plus d'histoire, où le récit est un peu plus romancé, et c'est pas juste une quantité d'informations brutes et de stats brutes qui nous sont un peu balancées à la figure, comme c'est un peu le cas, je trouve, avec le livre de Partnow. Et tu vois, par exemple, en parlant de ce duo d'un potentiel duo qu'on aurait pu avoir entre Partnow et un vrai auteur, c'est ce qu'ils ont fait sur Soccernomics. Donc il y a eu un professeur d'économie qui a écrit sur le livre qui s'appelle Stefan Szymanski, je prononce pas très bien, mais aussi le deuxième auteur, c'est Simon Cooper, qui est vraiment un excellent auteur sur le foot de manière générale, un vrai auteur de formation. Et donc ce qui fait que ça marche très très bien, je trouve, sur ce livre-là. Et c'est vrai que moi, un des reproches que j'ai avec le livre de Partnow, c'est que il y a trop d'infos brutes, quoi. Il y a trop de stats brutes, et il y a pas assez d'histoires, il y a pas assez d'anecdotes, il y a pas assez de côté romancé. Je trouve que ça manque un peu pour aider aussi à la fluidité du texte et le côté aussi tout simplement agréable de la lecture finalement. Et je pense que, et je suis tout à fait d'accord avec toi, mais je me demande si c'est pas presque, pas un complexe, mais presque une sorte d'honnêteté de sa part de vouloir absolument donner tous les chiffres, toutes les mesures pour être sûr que dans son esprit statisticien qui est très nuancé, pour être sûr qu'il n'y a rien de définitif dans ce qu'il écrit, oui. Pour nuancer en permanence. Mais le résultat, c'est que pour le lecteur, il y a trop de choses. C'est trop confus. Si tu veux donner une idée claire de quelque chose, il faut soustraire. Et Partnow, il soustrait pas. Il donne, alors il le rajoute soit dans un tableau, soit en bas de page, quoi que ce soit, mais il rajoute. Tu sais, dans les films et les séries, il y a un truc qui s'appelle en fiction, la suspension d'incrédulité. Ouais. Je sais pas si on le dit comme ça en français, mais qu'en gros, bon, t'es prêt à accepter certaines fois où le récit est pas 100% fiable à la réalité, réaliste ou ce genre de truc, pour accepter un récit et une narration et et des intrigues un peu plus globales. T'acceptes que quelquefois il y a un peu des fois où ça marche pas trop, ou en tout cas c'est pas 100% réaliste. Là, je trouve que il fait un peu cette erreur de il faudrait qu'il admette qu'on lui fasse confiance en fait, qu'il a pas besoin d'être 100% fiable, 100% de démontrer toutes les preuves, etc. Qu'en fait, on a le livre en main, on lui fait confiance. S'il nous dit pas tout, c'est pas grave, on lui fait confiance. Et c'est un peu ce qui manque aussi, quoi. Bien sûr, quitte à mettre, par exemple, les données sur un site en libre accès, ça se fait beaucoup. Tout à fait, oui. En recherche scientifique, tu mets les données et tu rajoutes en note de bas de page, voilà, si vous voulez vérifier, allez voir les données, quoi. D'autant que l'autre truc que j'avais noté aussi, c'est vrai que le problème aussi, je sais pas ce que t'en penses, mais on n'a pas le même même degré d'exigence, peut-être, sur des articles que cette Partnow pourrait écrire une fois par semaine, que sur un livre que t'achètes à plus de 20 €. Il n'y a pas le même degré d'exigence, quoi. Donc, là où pour les articles de The Athletic, si le style est pas là, on s'en fiche un peu. Autant pour quand c'est un livre que t'as payé ce prix-là et auquel il y a plus d'attente, et tout simplement c'est un livre, donc c'est un format différent, on a aussi plus d'exigence de ce côté-là, quoi. Ouais, bien sûr. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est que pour quelqu'un qui aurait jamais lu cette Partnow, ou qui serait pas qui lirait pas énormément de choses sur les stats NBA, est-ce que il aurait le même avis? Ouais. Ça, je sais pas. Est-ce que ça, c'est la question, ça, ouais. Voilà. Est-ce qu'il apprendrait beaucoup de choses? Est-ce qu'il trouverait que malgré des défauts éventuellement de forme, de style, il y a quand même un côté un peu novateur qui l'emporte sur les défauts de la forme? Mais bon, c'est difficile de répondre à cette question et de se mettre à la place de ces gens-là, mais ça m'intéresserait de savoir si
quelqu'un qui n'a pas l'habitude de ça, quand même, il voit une nouveauté, quoi. Il se dit, ah ouais, bon, c'est un peu le bordel, c'est un peu confus, mais wow, j'apprends plein de choses. Bah, d'ailleurs, si tu vois les commentaires sur Amazon ou sur des sites comme ça, il y a quand même beaucoup de commentaires très positifs. Ok, d'accord, ouais, j'avais pas regardé. Il y en a quand même des négatifs qui, en tout cas, qui soulèvent un peu les problèmes que nous on fait aujourd'hui, mais il y a quand même majoritairement beaucoup de commentaires positifs. Donc c'est vrai que il y a aussi ce positionnement que nous, de notre positionnement qui est un peu différent peut-être du fan un peu plus lointain de NBA ou qui a pas toute la journée les mains dans le cambouis ou qui suit pas tous les matchs, etc. C'est vrai que c'est un peu peut-être la différence. Pour finir un peu au niveau de la forme du bouquin, moi au niveau des graphes, c'est vrai que parfois je me suis un peu interrogé sur la pertinence de certains graphes et de certains tableaux. Comme tu dis, il y a aussi parfois un aspect de vouloir tout justifier. Moi je trouve que parfois ils étaient pas complètement hyper intéressants ou hyper primordiaux non plus au récit et au texte. Et en fait, quand tu feuillettes le livre, ça a l'air hyper cool, ça a l'air hyper sophistiqué. Tu dis ah ouais, wow, je vais en apprendre beaucoup. Et en fait, quand tu le lis, tu dis ouais, ok. Enfin, il y a pas tant que ça d'informations à tirer de ce graphe-là, de ce tableau-là, etc., etc. Quoi. Ouais, c'est vrai. Moi, j'adore les tableaux, les graphiques et tout. C'est un truc, je suis fan. Mais en fait, c'est comme le style d'écriture. Les tableaux, c'est pas juste là pour apporter l'information. Il faut aussi attirer un peu. Et il y en a qui sont, je trouve, pas forcément très clairs, les tableaux. Puis il y en a d'autres où je suis d'accord avec toi, je te rejoins, on se demande un peu pourquoi. Alors il y en a aussi que je trouve vraiment bien faits, oui. qui sont assez utiles. D'autres, il y a tout un passage là sur les salles NBA, le rapport à l'horloge, par exemple, est assez confus et me paraît pas super clair ni utile. Et puis bon, il y a des tableaux, par exemple, je sais pas, il y en a un sur la distribution des tirs par zone, où il y a tellement de chiffres, oui. Ça prend une page, que là, il aurait mieux valu faire un graphique, quoi. Oui, et puis en fait, et je crois qu'il donne toutes les infos par rapport à l'évolution année en année. En fait, tu pouvais réduire le tableau de 4 ou 5 en mettant 2000, 2005, 2015, et puis c'était suffisant, quoi. Oui, bien sûr. Oui, et puis surtout, quand t'as plus de 10 chiffres dans un tableau, bah, fais un graphique. C'est quand même... Ouais, c'est ça, oui, effectivement. Un peu entre la forme et le fond, du coup, quelques réflexions aussi sur le ton du livre. C'est vrai que moi, c'est quelque chose d'assez particulier avec cette Partnaux, c'est que je le trouve toujours un peu sur la défensive, en tout cas un tout petit peu trop à mon goût, sur le fameux clivage entre les analytics et les anti-analytics, ou les gens un peu old school. C'est vrai que de ce point de vue-là, même sur Twitter, on le voit, il est très 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 piquant, il fait ses classements et à chaque fois il répond à beaucoup de gens de manière pas forcément agressive ou insultante évidemment, mais en tout cas il est toujours un peu sur la défensive de ce côté-là. Ça se ressent aussi beaucoup dans le bouquin, et je trouve que, comment dire, il y en a d'autres qui le font un peu mieux, je trouve. Il y en a d'autres qui le font un peu mieux, du genre Ben Taylor par exemple, qui, je trouve que lui, pour le coup, essayer de rassembler les deux mondes, il le fait bien mieux, avec plus de classe et plus de grâce. Justement, on parlait de ça tout à l'heure. Partnaux, c'est aussi une de ses particularités, et là c'est pas une critique, c'est juste qu'il est comme ça, et je trouve qu'on le ressent dans le ton du livre. C'est qu'il y a un peu ce côté, faut pas prendre les mecs des analytics, faut pas nous prendre pour des cons, quoi, et limite, vous, les anti-analytics, vous racontez un peu n'importe quoi, vous êtes un peu daté, quoi. Oui, et je sais pas si c'est un manque de confiance ou une volonté de se justifier. Alors c'est un truc plus global, hein, ça dépasse même le basket, dans tous les domaines qui ont trait aux questions de valeur, aux questions d'esthétique. Il y a toujours ce débat un peu entre les chiffres et la vision esthétique qui viendrait de l'autorité personnelle, quoi. Disons que l'un va gâcher l'autre. Je pense que ça pourrait être compréhensible si le livre avait été écrit il y a 10 ans. Aujourd'hui, on sait quand même que c'est quelque chose qui est très affirmé dans la NBA, bien sûr, mais plus généralement même chez les fans, même si tout le monde n'est pas d'accord, même si tout le monde ne sait pas les utiliser, mais il y a... c'est largement plus accepté aujourd'hui, quoi. Voilà, c'est ça. Et surtout,
quand tu es un statisticien professionnel, tu peux pas exiger des gens qui comprennent tout. Et tu peux pas exiger que que toutes les mesures statistiques soient bien utilisées. Oui. Donc soit tu fais un travail de vulgarisation presque didactique en disant voilà, je vais vous expliquer pourquoi ça marche comme ça, mais bon, c'est pas grave, si le fait que les stats soient dans le domaine public, ça amène à certaines erreurs, oui, c'est inévitable. Soit tu fais un livre qui est un livre purement pour les statisticiens, et dans ce cas-là qui évacue un peu tous ces préventions, tous ces mots d'introduction, tous ces moments où tu te bats contre des choses qui voilà, c'est ça. Et du coup, il est un peu le cul entre deux chaises, quoi. Et on sent qu'il choisit pas vraiment. Oui, tu veux dire, en fait, il faudrait que soit il fasse un truc de vulgarisation où il parle à des gens, à des newbies, soit il fait un travail pour ses pairs, presque. C'est ça, ouais. Pour moi, c'est le problème du livre, en fait, dans le fond. C'est, il a pas choisi sa cible, et comme il a pas choisi sa cible, il est toujours entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a toutes les données brutes et un peu l'accumulation de chiffres, de concepts qui vont plutôt vers les nerds, les professionnels, ceux qui sont vraiment à fond dans ces questions-là. Et puis d'un autre côté, il y a la tentative de défendre un domaine qui a pas forcément besoin d'être défendu d'ailleurs. Enfin, chacun est libre de penser ce qu'il veut des stats. Il n'y a pas forcément besoin à nouveau d'avoir ce débat-là sur ces choses-là. Et comme il ne choisit pas, il me semble qu'il reste entre les deux, mais c'est aussi peut-être, là on peut pas faire de la psychanalyse de bazar, mais c'est le fait qu'il est aussi lui-même entre journaliste et professionnel de la stat, quoi. Et que il est sans doute entre ces deux mondes, d'avoir été celui qui amène des données brutes dans le cadre de son travail avec les Bucks, et celui qui veut les amener au grand public dans le cadre du travail de journaliste. C'est pas évident à faire les deux. Oui, tu veux dire, il est peut-être encore coincé entre son ancien métier, qui était vraiment purement là-dedans, et de parler à des gens qui s'intéressent à ça de manière professionnelle, et aujourd'hui parler au grand public, quoi, finalement. C'est ça, ouais. Faut accepter de simplifier, et t'as l'impression que lui, et ça peut se comprendre, hein, ne souhaite pas simplifier. Ça va contre presque l'honnêteté intellectuelle qui est au cœur de la manière dont il envisage le jeu, et je peux le comprendre, hein, mais ça brouille son message un peu. Et c'est vrai que du coup on peut enchaîner sur le fond du livre, tous les thèmes abordés, le fond et tout ce qu'on peut dire sur le livre en lui-même. C'est vrai que c'est la première question centrale, et on a commencé un peu à en parler là. Pour moi, c'est le truc central du fond du bouquin, et même du bouquin en général. Mais en fait, qui est la cible de ce livre ? Je trouve que d'une part, il est trop complexe pour des gens qui n'y connaissent rien, dans le sens où on l'a dit, il y a trop de chiffres, il y a beaucoup trop de notions abstraites, il y a beaucoup trop d'explications sur des sujets que le fan lambda, il s'en fiche en fait. Il s'en fiche de savoir comment sont calculés des tracking data, il s'en fiche de peut-être même que l'année type d'un analyste NBA, il s'en fiche. Ce genre de petits détails, il s'en fiche. Donc, d'un côté, c'est trop complexe pour des gens qui n'y connaissent pas, et de l'autre, c'est vrai que pour des gens très assidus, et là aussi, j'ai envie d'avoir ton avis, parce que moi, je trouve que, j'ai pas appris grand chose. Et je suis pas sûr que pour des fans très assidus, il y ait tant de choses que ça à avoir finalement, à rajouter. Il y a rien de révolutionnaire, mine de rien. Mais c'est peut-être aussi parce que moi-même, je suis dans une position où je m'y intéresse beaucoup, donc je sais déjà beaucoup de choses. Mais toi, par exemple, est-ce que t'as appris beaucoup de choses avec ce bouquin ? Non, pas grand-chose. Je dirais j'en ai appris 2 ou 3. Mais dans l'ensemble, non. Sur les analyses statistiques elles-mêmes, pas vraiment. Non. Non. Peut-être sur la manière parfois dont certaines choses sont faites, et encore. Mais et il y avait des analyses que j'avais déjà lues, par exemple ailleurs, et de manière plus claire chez d'autres. Par exemple sur la question des rebonds contestés, des choses comme ça. Je l'avais lu de manière beaucoup plus lumineuse chez Ben Folk. Oui, parce que en fait, mais on en revient aussi à la question de la promo et du côté marketing du bouquin, et des promesses peut-être qu'on avait avec ce bouquin. C'est que finalement, on s'attendait peut-être à trouver des trucs sortis de nulle part, des trucs que nous on n'avait pas vus, des éléments statistiques qui semblaient pas importants, mais qui vont se révéler ultra importants par la suite. Là, c'est vrai que en fait, il y a rien de révolutionnaire. Il y a Russell Westbrook qui prend des rebonds qui sont non contestés, donc il y a pas beaucoup de valeur. C'est des chapitres un peu comme ça, quoi, ou des thèmes, mine de rien, où il y a rien de révolutionnaire, et c'est pour ça que je rattache ça
au problème de la cible, c'est que si tu ne connais pas tous ces problématiques-là, si tu es juste un fan lointain, tu les découvres, mais tu les découvres de manière très pénible et très complexe avec un livre plein de stats, etc. Et par contre, si t'es déjà un peu plongé dans ce milieu, bah t'apprends rien d'incroyable, quoi, finalement. Ouais. C'est exactement ça. Et bon, alors il faut lui reconnaître qu'il ne me semble pas qu'à aucun endroit ils le disent qu'il va présenter des choses révolutionnaires. Ça se présente pas comme ça, le livre. C'est vrai. Mais bon, malgré tout, dans ce cas-là, encore une fois, c'est ce que tu dis. Si l'objectif c'est de présenter des choses qui sont déjà acquises, bah il faut faire un effort pour le présenter de manière plus claire. Oui. Et plus simple à des personnes qui ne les connaissent pas, finalement. Ouais. Mais du coup, on peut aussi aborder la question du titre. C'est vrai que t'en as parlé un peu tout à l'heure. Je trouve que le titre et le sous-titre, hein, finalement, parce que c'est vrai qu'à aucun moment il dit qu'il va présenter des recherches inédites et incroyables, c'est vrai, mais rien que le sous-titre Basketball Evolution, l'évolution du basket à travers l'ère des données et des statistiques. En fait, on n'a pas trop ça dans le bouquin, qu'on n'a pas du tout un récit de l'évolution du basket. Je trouve qu'on a plutôt une photographie à un moment moment T, je sais plus comment on dit, au moment actuel, plutôt que un vrai récit de l'évolution du basket et du jeu à travers l'arrivée des analytics, finalement. Bah, je trouve que le titre, en fait, correspond bien au chapitre 8, qui est le chapitre sur la mi-distance, l'évolution, effectivement, des zones de tir, qui est un peu ce qui résume le débat en surface, hein, des analytics. Pour tout le reste, ouais, je suis d'accord. C'est pas une évolution, c'est un point. Et qui est pas forcément d'ailleurs complet. Il choisit quelques sujets, mais l'historique n'y est pas vraiment. D'ailleurs, il n'y a pas d'historique de qui sont un peu les révolutionnaires dans ce domaine-là. Alors, ils sont cités parfois en notes, de manière pas forcément très claire, mais le titre, ouais, correspond à un chapitre, en gros. Et qui est celui aussi qui est sa théorie, qui pour le coup est vraiment très intéressante et qui est la plus connue sur le mi-distance, mais qu'il avait déjà présenté ailleurs dans des articles. Oui, c'est ça, oui. En fait, si tu suis cette Partnow, en fait, ce qu'il dit, tu l'avais déjà découvert ailleurs, quoi, finalement. Mais le titre aussi, du coup, est un peu représentatif de ce qu'on disait tout à l'heure. C'est plus un amas d'articles qu'un véritable livre, dans le sens où il n'y a pas de thème général, il n'y a pas d'idée générale à travers le livre, de chapitre en chapitre. Et finalement, le titre, ils ont juste pris le titre du chapitre le plus intéressant ou le plus important, quoi, finalement. Et donc c'est vrai que c'est un peu, non pas trompeur, mais c'est vrai que moi, quand j'ai vu ce titre-là, je me suis dit, ah ben cool, on va explorer plein de trucs sur le jeu, la valeur du tir à mi-distance, et plein de petits sujets annexes vis-à-vis de ça. Et en fait, non. En fait, le livre, c'est pas ça. C'est un chapitre du livre qui est ça. C'est pas le livre en lui-même, quoi. Je pense que le titre est aussi un peu marketing, parce que bien sûr, oui. Évidemment, mid-range, alors là, d'un coup, sonnerie d'alarme et tout ça, c'est le débat complètement caricatural sur les stats en NBA. Mais surtout que dans le sous-titre, t'as Analytics. Donc, voilà. Ouais, bien sûr. donc t'as le combo mid-range Analytics. De suite, ça attire l'œil. Mais c'est vrai que voilà, moi, sur le fond, je m'attendais à avoir quand même beaucoup plus de discussions à propos du jeu, finalement. Je m'attendais à ce qu'il parle du jeu à travers des angles statistiques intéressants, à travers des découvertes stats intéressantes, à travers des chiffres. Vraiment parler du jeu en lui-même. Là, c'est vrai que, alors, c'est peut-être une qualité, hein, mais il parle de plein d'autres choses et beaucoup de sujets annexes, finalement. Il y a tout un chapitre sur le salary cap où, là aussi, il n'y a rien de révolutionnaire non plus. Hein. Moi, j'ai pas appris grand-chose dans le chapitre sur le salary cap. Non. Encore une fois, il y a un chapitre sur les tracking data, sur la manière dont elles sont collectées. Bon, ok. Il y a un chapitre, c'est le journal, en gros, un journal d'un analyste NBA, comment ça marche entre l'année type, la draft. Il y a un chapitre sur The Next, qu'est-ce qui va se passer ensuite en NBA. Mais encore une fois, ça parle pas de jeu, ça parle de quelle progression on peut faire vis-à-vis des données avec de l'audio, avec des technologies de tracking plus poussées, etc., etc. Donc on parle pas de jeu. C'est un peu ça aussi que je reproche, c'est que je m'attendais vraiment à ce qu'il parle de jeu, à ce qu'il parle de basket, et que au final les passages où on parle vraiment de jeu, c'est assez limité, et autour de ça, il y a beaucoup de sujets annexes finalement. Mais tu vois, en t'écoutant, et je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, je me demande si presque la cible, mais qui est absurde hein, du point de vue marketing, ou dans l'esprit de Steve Partnow, la cible, ça paraît presque être
le lecteur qui connaît la NBA, qui aime les stats et qui voudrait devenir analyste pour une équipe NBA. Ouais. C'est un peu ça. C'est les bases de à quoi ça ressemble d'être analyste statistique et tout ça, et vous voulez le faire, voilà, une première approche. Et bon, ça représente pas grand monde, quoi. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai qu'en plus, là où c'est doublement frustrant, c'est que non seulement je trouve que on n'a pas assez de contenu à proprement parler sur le jeu, mais en plus, même les fois où il le fait, c'est soit un peu décevant, soit un peu trop court, finalement. Et par exemple, tu parlais tout à l'heure des rebonds. Ce qui est vraiment, pour le coup, le rebond offensif, c'est un vrai thème charnière aujourd'hui dans la NBA actuelle. C'est un thème central, un thème même très polarisant au sein même de la NBA. Et je parle pas des fans ni des médias, là, je parle des équipes, de la manière dont les équipes choisissent d'attaquer le rebond offensif ou pas. Il y a plein de dilemmes autour de ça. C'est un thème, bref, très très intéressant et charnière. Et pourtant, il y a une page sur le rebond offensif. C'est quand même, moi j'ai trouvé ça très 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 décevant, quoi. Il passe à peine une page ou une page et demie ou deux sur la question du rebond offensif. J'ai envie de dire, moi, si j'ai acheté le livre, c'est pour en apprendre sur le basket en lui-même. J'aurais aimé lire plus, quoi, là-dessus. Il y a un autre sujet qui tient aussi beaucoup à cœur cette Partno, c'est la question en fin de match, les paniers à 2 points rapides, les quick two, contre le fait de faire des 3 points. Ou voilà, la notion, comment dire, l'adage habituel, c'est vraiment de dire que il vaut mieux faire rapidement des paniers à 2 points pour réduire petit à petit l'écart, plutôt que de prendre des 3 points, parce que si tu le manques, t'es un peu hors du match. C'est un sujet qui tient vraiment à cœur à Partno, et pourtant, là encore, il passe une page ou deux dessus, à peine, alors que c'est à la fois un sujet important, un sujet sur lequel il y aurait pas mal de data à évoquer, et un sujet sur lequel lui-même, Partno, arrête pas d'insister, limite tous les 2 jours sur Twitter, quoi. Et finalement, dans le bouquin, tu dis, bon, voilà, il y a une page, quoi, mais en gros, c'est pas plus que tu me fais par tweet, quoi. Donc c'est un peu décevant, quoi, de ce côté-là. Bah oui, on en revient toujours à cette idée qu'il est entre deux et que c'est vrai qu'il y a parfois presque, et ça fait le même effet dans ces articles, on arrive à la fin du chapitre, on se dit, ah, mais flûte, c'est quand ça devenait intéressant. Oui, c'est ça, ouais. Où est la conclusion un peu générale, un peu globale, élégante et tout? Et non. Mais d'ailleurs, tu parles de conclusion. C'est vrai aussi que, alors, à mon goût, moi je trouve qu'il y a trop de questions sans réponse, quoi. Alors, ouais. je comprends ce que tu dis aussi, que c'est le rôle de l'analyste de poser des questions plutôt que d'y répondre. Mais j'aurais aimé parfois quand même des débuts de réponse ou des pistes. Là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs où ça reste un peu, ça reste comme ça, quoi. Notamment, il parle de la défense et des all-in-one, les fameuses statistiques all-in-one, où il nous expose un dilemme. Pourquoi est-ce que les all-in-one de DeRozan sont si faibles par rapport à celles de Jimmy Butler, alors que au niveau du scoring, c'est le même usage, la même efficacité, etc. Et pourtant, il y en a un que les stats, elles disent, il est très très bon, Butler, alors que DeRozan, il est juste au niveau de la moyenne, en termes d'impact. Et finalement, en fait, le chapitre s'arrête une fois qu'il a présenté le dilemme, quoi. Oui, mais exactement, je pensais au même. Ça c'est très bizarre. Il conclut en disant, après quand même 20 ou 25 pages, en fait, on sait pas. Ouais. C'est un peu dommage, quoi. Moi, je veux bien il faut pas qu'il y ait des réponses définitives quand t'as des stats et un jeu aussi complexe que le basket, mais au moins des débuts de réponse, quoi. C'est un peu le problème. Il y a un autre aussi chapitre qui s'appelle les 82 matchs, les joueurs de 82 matchs versus les joueurs de 16 matchs. Donc en gros, les joueurs de saison régulière contre les joueurs de playoff. Bon, je me suis dit, ok, l'idée est intéressante, mais en gros, c'est le principe de portabilité. C'est le principe de valeur transposable en playoff, mais en mal expliqué et en expliqué très très long, quoi. Et d'ailleurs, dans ce chapitre, il prend aussi des exemples un peu bateaux, du genre, on va comparer la valeur de Carlos Boozer à celle de Robert Horry. C'est un exemple un peu trop avec des gros sabots, je trouve. Et ça aurait peut-être mérité de prendre 2 profils qui se ressemblaient plus, ou en tout cas 2 joueurs avec un niveau plus proche, qui auraient pu expliquer que il y en a un oui, il y en a un non. Par exemple, Butler et DeRozan, ça aurait été intéressant. Là, le fait de comparer de Boozer, qui est un bon créateur offensif, mais pas non plus d'élite, et Robert Horry, qui est le role player de luxe, oui, en fait, on le voit très bien que il y en a un qui va bien performer en playoff et l'autre non, quoi. Donc il y a aussi une autre fois, je sais pas ce que t'en penses, mais il parlait de la comparaison entre Jeremy Lin et Steve Nash pour arriver à la conclusion révolutionnaire que, en fait, Jeremy Lin, il avait pas la production de Steve Nash. Oui, certes, mais c'est un peu bateau comme exemple, quoi. Oui, même si je trouve que l'analyse sur la comparaison Lin-Nash est pas mal, parce que j'aime bien l'idée du... Oui, tout à fait. Enfin, comment il explique le playmaking usage et tout ça. Mais, oui, tout à fait. Mais effectivement, les conclusions sont toujours un peu décevantes. Je crois que la conclusion du chapitre sur
les joueurs 82 matchs, les joueurs 16 matchs, c'est bon, s'il y a une chose à retenir, c'est que les meilleurs joueurs doivent être capables de faire ce qu'ils savent faire face aux meilleurs joueurs. Ouais, super. Ouais, certes, ok, mais bon, pas besoin de 12 pages de statistiques un peu complètes pour savoir ça, quoi. Et encore une fois, ça c'est la notion de portabilité, c'est-à-dire de pouvoir transposer certaines qualités dans différents contextes, et il y en a certaines qui vont conserver leur valeur et certaines qui vont pas le faire. Ce principe de portabilité, quelqu'un comme Ben Taylor l'explique beaucoup mieux, et parfois avec un nombre de paragraphes bien moins grand, quoi. Donc du coup, quand même, on a fait pas mal de critiques peut-être un peu négatives, mais j'avais envie de finir sur le côté positif parce que, mine de rien, il y a quand même pas mal de choses intéressantes à dire dans ce bouquin. Donc, à moins que tu aies d'autres choses à dire sur le fond ou la forme ou sur des critiques, peut-être on peut finir par ça. Quels sont quand même les points que on a beaucoup aimé dans ce bouquin? Le point, alors un peu central pour revenir au titre, mais bon, j'ai rien appris, mais je pense que pour quelqu'un qui n'aurait pas lu Seth Partnow ailleurs, c'est un point qui est intéressant et qui est montré, je le trouve, de manière assez claire, c'est l'idée du mi-distance qui n'a pas disparu comme nous font croire certains qui caricaturent les apports des analytics, et même certains statisticiens, hein. Kirk Goldsberry n'arrête pas de dire que le mi-distance a disparu. Quel rapport avec un statisticien, Kirk Goldsberry? Il en a la réputation en tout cas. Donc c'est un chapitre qui montre que le mi-distance reste essentiel pour les stars, et que ce qui a disparu, c'est le tir à mi-distance assisté. Il n'est pas créé par un attaquant. Donc bon, voilà, ça, je trouve que le chapitre 8 là-dessus est assez intéressant. Oui, donc le chapitre qui a donné son nom au bouquin. Toi, tu dis qu'il est très intéressant parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit pas tous les jours non plus. Le fait de valoriser les tirs à mi-distance, quoi, c'est vrai. Voilà, alors c'est une reprise d'article qu'il avait déjà fait. Donc en ce sens, moi, je l'ai lu un peu rapidement parce que je savais ce qu'il voulait dire. Mais il y a des réflexions sur le côté un peu trompeur des shot maps notamment. Oui. Donc ces répartitions de tirs sur des cartes plates qui sont la spécialité de Goldsberry justement, et on voit bien que c'est lui la cible en fait, parce que c'est très populaire. Oui, j'avais noté aussi, il dit les shot maps have outlived their usefulness. Donc elles ont surpassé leur période de validité. Ouais. Je pense que dans la phrase on peut remplacer shot maps par Kirk Goldsberry. Exactement. Je pense que c'était un peu ça l'intention de oui. Partnow, mais en fait c'est vrai que là je peux faire référence à le podcast qu'on a fait avec Antoine du coup sur la fin du cheat code des analytics, qui était un article de Zach Cram. Vous pouvez l'écouter, je crois que c'est l'épisode numéro 9. Hein. Très bon épisode et très bon article. Merci beaucoup. Et effectivement l'article est très très bon. Et c'est vrai que l'idée que finalement aujourd'hui tout le monde joue entre guillemets à la mode analytics, tout le monde prend des 3 points et des lay-up, donc il y a plus d'avantages compétitifs à faire ça. Et donc effectivement, oui, les shot maps, en fait tout le monde a la même aujourd'hui, donc ça n'a plus aucun intérêt. Oui, et puis il y a l'idée de la densité, c'est-à-dire que la zone des mi-distance est tellement plus large que la peinture, que oui. Évidemment, quand on la représente en 2D à plat, ça donne l'impression d'une disparition des points qui sont représentés par le mi-distance, mais qui est un peu trompeuse si on la rapporte à l'ensemble de la zone géographique à parcourir. Je sais pas si je suis très clair. Oui, tout à fait. Donc là, ce passage-là, je trouvais intéressant, et c'est un peu pour ça aussi qu'il est connu par nous, pour avoir montré ça. Moi, un autre truc que j'ai bien aimé, c'est donc le chapitre dont tu parlais un peu rapidement tout à l'heure sur l'idée du playmaking, oui. Comment mesurer le playmaking, et donc il compare Jeremy Lin et Steve Nash, en expliquant que pour lui les stats qui sont déjà des stats avancées, hein, de l'assist pourcentage et du turnover pourcentage, sont un peu, c'est pas qu'elles sont fausses, mais elles ne disent pas tout, parce qu'elles sont beaucoup basées sur le volume de tirs pris par le joueur et puis pris par l'équipe autour de lui. Et donc il dit, si on prend ces stats-là, Jeremy Lin dans la Linsanity et Steve Nash dans sa saison de MVP, c'est le même joueur. Et il explique que selon lui, il faut créer un autre indicateur statistique qu'il appelle le playmaking usage, qui prend en compte les assists potentiels, qui prend en compte beaucoup plus le contexte autour et tout ce qu'on ne voit pas, pour montrer que dans ce cas-là, si on compare Lin et Nash, Jeremy Lin,
ses stats étaient augmentées par un usage qui était en hausse, mais en fait, il était beaucoup moins fiable que Steve Nash, mais qu'il faut changer de mesure pour le voir. En fait, c'est vrai que moi je l'ai répété la saison sur le Basket Lab, l'assist percentage, il faut vraiment essayer de pas trop l'utiliser. Le problème, c'est que, en fait, il faut savoir qu'est-ce que ça mesure, l'assist percentage, et le turnover percentage aussi. En gros, c'est le nombre de paniers qui sont assistés par le joueur quand il est sur le terrain. Nombre de paniers de l'équipe par le joueur. Et donc, par exemple, si t'as un assist percentage de 50%, ça veut dire que 50% de tous les paniers qui sont inscrits quand le joueur est sur le terrain sont venus d'une assist de lui. Et c'est vrai que du coup, il faut quand même avoir conscience que ça ne mesure pas à quel point un joueur est bon. En fait, ça mesure sa place dans l'équipe. Ça mesure son utilisation et son rôle finalement. Et c'est là-dessus que l'exemple de Steve Nash et Jeremy Lin est aussi assez parlant, même si je trouve qu'il est un peu gros sabot, mais c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on voit que ça veut pas dire que Steve Nash et Jeremy Lin avaient le même niveau, c'est simplement que ils occupaient la même place au sein de leur équipe. Steve Nash à Phoenix et Jeremy Lin dans les Knicks de l'époque, ils avaient la même importance, ils avaient la même proportion d'assists qui venaient de eux, la même proportion de turnovers qui venaient de eux. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'il faut pas trop utiliser ces stats-là qui ont l'air un peu avancées, mais qui ne le sont peut-être pas assez, du coup. C'est pour ça que moi, au niveau des assists, j'aime bien toujours utiliser l'assist percentage, mais divisé par l'usage. Comme ça, on a la vraie tendance du joueur en éliminant un peu le côté volume d'utilisation qui peut booster ses stats. Et c'est vrai que ça, c'est un truc que j'ai aussi noté et beaucoup aimé dans ce livre, c'est qu'en fait, il faudrait qu'on fasse la même chose pour les turnovers, quoi, finalement. Moi, j'ai encore tendance à beaucoup utiliser le turnover percentage, mais c'est vrai que ça peut varier beaucoup selon qui y a à côté sur le terrain. Si tu joues à côté de Russell Westbrook ou de James Harden, ton turnover percentage il va être plus faible parce que il y a aussi une grosse proportion des turnovers qui arrivent sur le terrain qui vont venir de eux en fait. Et alors que si tu prends le même joueur avec la même tendance à perdre la balle et tu le mets à côté de quelqu'un de très très propre comme je sais pas moi comme Tyrese Maxey, bah là le turnover percentage pour le même joueur qui fait les mêmes performances et qui perd le même nombre de ballons, ce nombre-là, ce percentage il va être beaucoup plus haut parce que la proportion elle vient beaucoup plus de ce joueur-là. Enfin bref, c'est vrai que c'est un point assez intéressant, c'est de tout mettre en perspective, et du coup à ce sujet, de manière plus générale, il en parle aussi au moment des rebonds. Il dit aussi un truc très intéressant, je trouve. Il dit la production d'un joueur devrait être pensée beaucoup moins en termes de chiffres bruts qu'il accumule et beaucoup plus en termes de valeur qu'il ajoute par rapport à ce qui est déjà là ou déjà accumulé de manière automatique. Et ça, il dit ça notamment vis-à-vis des rebonds. Il dit que en fait entre 55 et 60% des rebonds en NBA sont non contestés. Donc le fait que ce soit un tel ou un tel qui le prenne, en fait ça change rien parce que l'équipe l'aurait pris de toute façon, mine de rien. Et que donc plutôt que de regarder les rebonds par match, le chiffre brut, il vaudrait mieux regarder notamment les rebonds contestés parce que c'est là-dessus qu'on va gratter de la valeur par rapport à la moyenne, par rapport à la compétition. Et c'est vrai que cette idée qu'il articule, elle est très très bien. La valeur d'un joueur, c'est pas dans les chiffres bruts. C'est dans les chiffres qui vont au-delà de la moyenne, les chiffres qui apportent une vraie valeur. Et donc ça, on peut l'appliquer au rebond, avec le cas de Russell Westbrook et Steven Adams. On peut aussi l'appliquer avec les turnovers de Jeremy Lin, finalement. Oui, moi, c'est ce que j'aime beaucoup chez Seth Partnow, et c'est pour ça que je trouve que c'est un des meilleurs, en fait, malgré toutes les critiques tout à fait, qu'on lui a adressées depuis le début. Mais c'est que comme c'est un vrai statisticien, il sait que les chiffres ne sont jamais qu'une interprétation. Tout à fait. Et que ce qui compte, c'est de rapporter toujours le chiffre à un contexte. Et moi, ce qui m'a j'ai presque le plus apprécié dans le livre, c'est quand il explique en fait alors c'est un peu technique, j'espère que ça va pas être trop confus ce que je vais dire, mais c'est quand il explique presque les fondements statistiques de son étude. C'est-à-dire par exemple quand il parle de la loi de Coulthard, qui est une loi très connue en économie, qui dit que quand on commence à viser une mesure, ça ne marche plus comme statistique. C'est par exemple, prendre un exemple peu compréhensible, si on dit il faut que 90% des gens de 18 ans aient le bac, la mesure de réussite au bac n'a plus d'intérêt puisqu'elle devient un objectif et non plus une mesure. Oui. En fait, quand une mesure devient un objectif, elle perd sa valeur de mesure. Exactement. C'est-à-dire que la mesure est censée être quelque chose d'organique. C'est-à-dire on regarde à un moment donné et on mesure à quel point il y a ça ou ça, il y a tant ou tant. Mais si ça devient un objectif, on perd cette valeur de mesure et ça devient juste en fait un objectif, quoi. Et il en parle au sujet des triples-doubles de Westbrook, et notamment des rebonds qu'il va chercher, non pas pour être efficace dans un contexte général, mais pour la mesure elle-même.
ou alors, et dans un passage que j'ai bien aimé sur, parce que là, ça nous fait rentrer un peu dans les coulisses, à propos des contrats qui ont des bonus, des contrats de joueurs, je veux dire, qui ont des bonus avec s'ils atteignent certains seuils statistiques. Par exemple, si un joueur arrive à atteindre 38% à 3 points sur la saison, il a $250 000 de bonus. Bon, je dis n'importe quoi. C'était le cas de Mo Harkless, par exemple, c'est le cas cette année de Taurean Prince à Minnesota. Dans ce cas-là, il y a un renversement. C'est-à-dire que la mesure n'évalue plus quelque chose, elle est l'objectif du joueur, qui du coup peut être tenté d'arrêter de shooter s'il est à 38%, ou au contraire de shooter plus pour l'atteindre, et dans ce cas-là, ça fausse complètement l'analyse. Oui, tout à fait, il y a cette histoire très plaisante. Mais tu vois, c'est ça aussi que je trouve que ça manque un peu dans le bouquin, c'est l'histoire de Mo Harkless qui nous raconte. Il y aurait plus de ça serait tellement plus agréable à lire. Bien sûr, ouais. Donc il y a cette fameuse anecdote de Mo Harkless qui reçoit un bonus s'il shoot à 38% sur la saison, et du coup 5 matchs avant la fin de saison, il est à 38% et du coup il arrête de shooter. Tout simplement. Donc c'est vrai qu'il y a le principe de la comment on appelle ça, la good heart law, c'est ça? Ouais, c'est ça. Assez intéressant. Comme tu dis aussi, j'avais noté parmi les très bons points, il explique très bien la différence entre analytics et analyse objective. En tout cas, les analytics et les stats et les données ne sont pas une analyse objective. Et c'est un peu l'argument principal que les gens qui sont contre leur reprochent, c'est de dire, voyez, c'est pas parfait partout, donc ça compte pas du tout. Non, les analytics et les données et les stats, c'est juste quelque chose de factuel. C'est un fait, mais ensuite, le fait que ça soit un fait, c'est différent de c'est la vérité. Et comme tu dis, tout dépend du contexte et tout dépend de l'interprétation. Et moi, c'est un truc qui me tient particulièrement à cœur. Est-ce que même j'en avais parlé dès l'épisode numéro 1 que j'avais du Basket Lab que j'avais fait, et c'est vrai que je disais, et je le pense encore, que on reproche un peu de dire les chiffres, ils peuvent dire tout et n'importe quoi ou tout et son contraire, alors qu'en fait non, c'est juste que il y a des fois, il y a une véritable différence entre quelle est la vraie information que nous donne une stat et quelle est l'information que nous on perçoit ou qu'est-ce qu'on pense être l'information. Il y a vraiment un écart entre ces deux mondes, entre ce que la stat est vraiment et ce que nous on pense lire à travers cette stat. Et c'est vrai que du coup, dans un contexte et dans un jeu aussi compliqué, aussi complexe que le basket, en fait, avoir une stat, c'est bien, c'est très factuel, c'est comme ça, mais là où c'est intéressant, c'est qu'on peut faire plein d'interprétations à travers ça, que ce soit de par la complexité du jeu, de par la variété de profils qu'on peut avoir, etc., etc. Et c'est vrai que ça, il le soulève assez bien. Pour rebondir là-dessus, il y a un truc qui m'a bien plu. À un moment où il parle des stats all-in-one, lui, celle qu'il préfère, c'est le RAPM. Bon, je veux pas développer ce que c'est exactement, mais ce qui est intéressant, c'est que dans le R de RAPM, il y a régularisation. Et c'est un point super important, et c'est exactement, ça va avec ce que tu dis, c'est que lui, ce qu'il trouve les stats les plus valables, il l'explique relativement bien, je trouve, c'est celles qui sont en soi des interprétations. Et en fait, souvent, quand on a un regard extérieur sur les statistiques, on dit ce sont des chiffres et qui donnent une vérité, comme tu l'as dit, ou ce sont des chiffres et c'est quelque chose de froid. Et en fait, la pensée statistique, depuis maintenant des années, dans tous les domaines, est une pensée qui est tout à fait humaine. C'est-à-dire, c'est des modèles interprétatifs. C'est ce qu'on appelle notamment, et c'est le cas du RAPM, l'inférence bayésienne. C'est-à-dire que on prend une statistique, mais on l'adapte en fonction des événements qui ont eu lieu avant. C'est-à-dire, par exemple, le RAPM prend en compte est une statistique qui prend en compte ce qui est arrivé avant aux joueurs pour éviter les aberrations statistiques sur un tout petit échantillon de données. Et ça, c'est quelque chose qui est au début difficile à comprendre quand on s'intéresse aux statistiques, c'est que c'est pas juste des chiffres qui sont créés par un ordinateur et qui mesurent quelque chose comme ça objectivement. Non, c'est au départ des modèles de pensée qui sont des modèles humains, qui sont développés de manière humaine. Avec très concrètement des facteurs de l'équation qui sont choisis par un humain, finalement. Absolument. Voilà, et c'est ça. Et donc c'est pour ça que, et je trouve que Partnow a toujours raison quand il dit ça, et quand il insiste, quand il s'énerve un peu parfois en disant que les analytics ne décrivent pas un tableau objectif, puisque au départ, ils viennent de choix, et de choix de mesures qui sont des choix, alors qui sont faits selon des protocoles scientifiques, bien sûr, hein, et selon des équations. Mais les équations elles-mêmes, elles sortent pas de nulle part, quoi. C'est pas des trucs
émergent du néant et qui viennent dire là c'est la vérité. Non, c'est toujours un modèle statistique. Et aujourd'hui, tous les modèles statistiques sérieux sont basés sur les inférences bayésiennes et sur cette idée de régression, de régularisation des données. Ouais, bah, je vais te dire un truc, qu'un prof de littérature dise inférence bayésienne sur le Basket Lab, moi je suis aux anges. Vraiment, c'est vraiment jamais été aussi heureux. Mais non, mais c'est vrai que voilà, très concrètement, dans ce genre d'équation ou de formule, par exemple, si quelqu'un décide que dans sa formule du box plus minus ou du RAPM ou truc comme ça, que la défense ça vaut 3 fois plus que, je dis n'importe quoi, hein, que les turnovers, ça veut pas dire que en basket intrinsèquement la vérité c'est que la défense est 3 fois plus importante que les turnovers. C'est juste qu'il y a un humain qui a décidé que dans son modèle à lui, son interprétation, alors qui est pas totalement subjective, lui il pense de bonne foi que c'est la bonne chose, mais que c'est son interprétation que pour lui la défense elle doit être valorisée 3 fois plus que les turnovers. Mais ça veut pas dire que dans l'absolu, dans le basket, dans le jeu, de manière intrinsèque, la défense vaut 3 fois le turnover. Je sais pas si je m'exprime assez bien, mais voilà, c'est cette idée que ce sont des choix de toute façon faits par des humains quoi finalement. Donc comme tout le temps, il y a des modèles qui vont préférer certains joueurs plutôt que d'autres parce que il y a des analystes qui préfèrent certains joueurs plutôt que d'autres ou certaines qualités plutôt que d'autres. On pourrait le dire comme ça. Moi j'avais noté aussi parmi les trucs que j'ai beaucoup aimé dans ce bouquin, il y a la notion de defensive usage. Je sais pas si t'as vu ça. Qui est assez intéressante. Il y a un graphe assez intéressant où il nous montre que finalement, donc l'usage qui est le volume d'utilisation, et on voit que le defensive usage est beaucoup plus faible et avec une distribution beaucoup plus resserrée que l'offensive usage. Et donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en attaque, on peut trouver des profils qui sont parfois à 10% d'usage, mais parfois à 40%, et on a une répartition de profils qui se fait un peu partout. On a vraiment une grande variété de joueurs qui peuvent avoir des volumes d'utilisation différents. Ce qu'on remarque, c'est que en défense, lui, il nous dit, en fait, c'est beaucoup plus resserré, la distribution, et notamment, on n'a pas des joueurs qui sont à 0%, on peut pas les cacher complètement, mais on n'a pas non plus des joueurs qui peuvent avoir un rôle dominant en tant que défenseur sur l'homme, en défense, quoi, finalement. Que le volume d'utilisation, il a une certaine limite. Et donc, ce qui montre aussi que, autant en attaque, un joueur qui est bon, tu peux lui filer tous les ballons, et lui il peut opérer et il peut te porter l'attaque tout seul entre guillemets, autant en défense tu peux pas faire ça quoi. Finalement les données au niveau des match-up nous montrent que même les meilleurs défenseurs en termes d'usage ils sont autour des 20-25% grand maximum, ce qui par exemple si on transpose en attaque c'est 25%, c'est quelqu'un comme Jalen Brunson, donc c'est pas du tout le meilleur de NBA ou celui avec le plus gros usage de NBA par exemple. Donc voilà, moi j'ai bien aimé ce graphe et cette notion de defensive usage qui nous dit que oui en fait même si t'as un défenseur d'élite sur le ballon, au maximum il va être utilisé en 20-25% grand max, 20-25% des possessions, donc à peine une fois sur 4. Et donc ce qui montre aussi, et c'est ça sa conclusion, ce qui montre aussi l'importance de la défense sans ballon, puisque la défense sur l'homme, il y a un impact qui est mécaniquement très limité quoi finalement. Oui, et c'est pour le dire autrement, il n'y a pas d'héliocentrisme défensif parce que tout à fait, tout à c'est fait. Parno lui-même, d'ailleurs il n'en parle pas, ce qui est un peu curieux, mais c'est lui qui a inventé ce terme pour parler d'héliocentrisme pour les joueurs avec beaucoup d'usage comme James Harden ou Luka Doncic qui ont tout le temps le ballon entre les mains. Et moi j'ai bien aimé ce chapitre aussi, et notamment la manière dont il explique que les mesures qu'on voit parfois, qu'on voit passer notamment sur Twitter, qui disent voilà quand machin a été défendu par bidule, il était à 3/8 ou à 4/12 et tout ça, donc c'est la preuve que bidule est vraiment le meilleur défenseur de la NBA. Il dit en fait non, c'est pas fiable. C'est pas fiable parce que ça ne dit qu'une infime partie de la défense, et surtout c'est mesuré par des caméras et ça ne prend pas en compte d'autres gestes qui ont pu être faits. Par exemple, tout simplement le fait d'avoir passé la balle ou le fait d'avoir reconnu les bons match-up, l'intelligence de jeu de l'attaquant n'est pas mesurée par ces chiffres très bruts et qui ne disent pas grand-chose. Et surtout, c'est une stat qui dans lequel il manque un nombre d'informations incalculables. Ouais. C'est-à-dire que ça ne capture que les éléments qu'elle capture. Et donc, par exemple, un exemple très, très concret pour qu'on soit clair, si Mikal Bridges, entre guillemets, il tient Luka Doncic à 1/8 au tir, ok, mais si par ailleurs Luka Doncic il fait 30 drives dans le match et qu'il prend pas le tir à la fin, et donc c'est pas compté dans la stat,
mais qu'il crée du chaos et qu'il fait des passes et que ça génère des tonnes de points pour Dallas, ok, sur le match-up direct, il prend que 8 tirs et il est que à 1 sur 8. Mais ce qu'on ne voit pas dans ce 1 sur 8, c'est si par exemple Doncic il met le feu dans la défense de Phoenix, par exemple. Hein, c'est un peu stylé, ça, il en parle aussi, et c'est assez intéressant. Oui, il y a un autre truc que j'ai beaucoup aimé aussi. Il y a un moment donné, il nous parle, alors je sais plus quel chapitre, mais il nous parle d'un élément de corrélation, notamment entre l'efficacité et la viabilité d'un intérieur offensif en playoff. Alors je sais pas si tu te souviens, c'est le graphe au niveau des dunks par rapport au nombre de tentatives au panier, par rapport, ça c'est un élément, c'est les dunks par tentative au panier, par rapport au nombre de tirs au panier en tout. Et en gros, ce qui nous montre, c'est que il y a un lien de corrélation très intéressant où on voit que finalement, c'est pas un lien de causalité, hein, ce n'est que corrélation, mais les joueurs qui font très peu de dunks, finalement les intérieurs offensifs qui font très peu de dunks, par lien de corrélation, en général, on voit que leur valeur de scoreur, elle baisse beaucoup en playoff. Et notamment ici, on voit des exemples comme Greg Monroe, comme Enes Kanter, comme Carlos Boozer, justement, comme Chris Kaman, comme DeMarcus Cousins. On voit que le fait qu'ils n'arrivent pas à générer des dunks et donc des tirs très faciles et très rentables au panier, c'est corrélé à plein d'autres choses, notamment en playoff face à des meilleurs adversaires, quand tu dois faire ton turnaround jumper ou quand tu dois faire ton hook shot, il va être beaucoup plus difficile, donc l'efficacité globale va pas être la même. Je pense qu'il y a aussi un élément de corrélation vis-à-vis de la défense, parce que ces joueurs-là qui ne sont pas capables, pas assez athlétiques pour faire des dunks, ils sont en général pas aussi athlétiques pour défendre de manière correcte. Hein. Peut-être que je m'avance, hein, mais il y a un lien de corrélation de ce côté-là aussi. Donc j'ai beaucoup aimé ce graphe également. Et alors il y a un autre élément aussi, à moins que t'en aies un toi à citer. Non, je crois pas. Non, il me semble pas. Ouais. J'en avais deux derniers moi. À un moment donné, il parle de la draft et il cite quelqu'un justement de l'organisation de Phoenix, un ancien chef de recherche à Phoenix, qui dit que en fait il y a une valeur incroyable dans le fait de drafter un joueur qui peut contribuer à NBA, parce qu'en fait au moins 50% des joueurs du premier tour ne sont pas capables de jouer en NBA. Et donc ce qu'il dit par là, c'est surtout le fait qu'en fait il y a beaucoup de valeur dans la stratégie d'aller prendre un joueur même s'il n'a pas un potentiel de dingue en fait. Et là de suite on peut penser à l'exemple de Cam Johnson justement qui a été drafté par Phoenix, où moi-même hein, le soir de la draft j'ai été incroyablement surpris par ce pick. Et en fait ok, il n'a pas le potentiel que certains autres joueurs autour de lui qui ont été draftés ont en termes de création offensive, en termes de potentiel de star, mais en fait il nous montre aussi, il nous démontre que si tu fais ça année après année et que si t'es capable, en gros hein, je caricature, mais année après année, même si tu prends que des role-players limités, finalement tu vas t'en tirer avec une valeur de draft qui est bien plus grande que quelqu'un qui va faire année après année des paris sur des joueurs à fort potentiel mais plus à risque. Oui, ça fait penser, bon il en parle pas, mais ça fait penser à la manière dont draft Memphis par exemple. Tout à fait, ouais. Et super intéressant de ce point de vue-là parce qu'ils assurent des profils vraiment sûrs a priori, rien n'est jamais sûr, mais et presque une fois sur 3 ou 4 seulement ils font un pari. Contrairement à la manière dont, je sais pas, quelqu'un comme Neil Oshley fonctionnait à Portland, qui était toujours d'aller chercher le pari en permanence. D'ailleurs sur la draft, moi ce que j'ai bien aimé, alors qu'il n'a pas grand chose à voir avec la statistique, mais c'est l'idée que les general managers et plus généralement qui sont à la tête des franchises peuvent se retrouver prisonniers aussi de leur choix de draft. Et ça, on sent que c'est quelque chose qu'il a vu de l'intérieur. L'idée que malgré toutes les mesures qu'on a, il y a toujours le biais psychologique qui tend à surévaluer quelqu'un qu'on a choisi parce qu'on se dit qu'on avait raison et que donc ça va forcément se renverser statistiquement, ou parce qu'on veut pas reconnaître qu'on avait tort. Et il peut prendre l'exemple à Milwaukee quand ils avaient Brogdon, qu'ils ont voulu lutter contre cette tendance-là, à se dire on a fait un bon choix, mais on va sanctionner ce bon choix en lui donnant un trop gros contrat. Et que c'est quelque chose qui doit être difficile parce qu'il faut à la fois prendre en compte ce que te disent tes statisticiens qui disent ouais, c'est vrai que c'est un style qu'on a fait, mais attention, il faut pas que ce style devienne négatif en le récompensant comme style, mais il faut bien le récompenser par rapport à sa vraie valeur et non pas par rapport à ce qu'on croit avoir gagné en l'ayant sélectionné 35e au lieu de 12e par exemple.
Oui, il y a des biais cognitifs d'attachement peut-être émotionnel ou inconscient vis-à-vis d'un joueur que toi-même tu as sélectionné. Mais ce qui est un biais économique, un biais très très répandu en économie aussi, hein, de continuer à partir du moment où tu t'es investi à un certain point, ton cerveau refuse de lâcher l'affaire quand il faut et tu vas probablement te surinvestir encore et encore, alors que la manière intelligente ça aurait été de t'arrêter très tôt, mais comme tu t'es investi, t'as pas envie de lâcher l'affaire et c'est vrai que c'est un peu ça aussi. Voilà, et dernier point aussi, il parle de la pyramide des playoffs, et j'ai trouvé l'idée assez intéressante. Il nous dit, notamment en termes de hiérarchie de joueurs, par exemple, si en saison régulière tu as 30 équipes, imaginons que tu es le 10e meilleur à son poste. En saison régulière, 30 équipes, donc tu as le 10e sur 30. Donc c'est très très bien, 10e sur 30. Quand tu passes au premier tour des playoffs, il reste plus que 16 équipes. Donc là déjà, tu passes de 10e sur 30 à 10e sur 16. Donc là déjà, c'est un peu plus moyen. C'est même un peu en dessous de la moyenne. Tu passes le premier tour, demi-finale de conférence, ton joueur il est 10e de NBA, 10e meilleur à son poste, mais maintenant il reste plus que 8 équipes. Donc 10e sur 8, ça commence à être pas top. Finale de conférence, 10e sur 4, carrément. Donc là c'est plutôt mauvais. Et même finale, 10e sur 2. Donc bon, c'est très caricatural, hein, et ça part du principe que les meilleures équipes ont les meilleurs joueurs à un tel poste, et c'est pas forcément vrai, mais je trouve que c'est un passage qui nous montre bien aussi à quel point finalement le niveau monte drastiquement et très très vite à chaque fois que tu passes un tour de playoff, et que finalement les exigences que tu peux avoir sur tel ou tel joueur, il faut qu'elles soient très très hautes si tu veux arriver jusqu'au titre finalement. Oui, je crois que c'est dans ce chapitre-là qu'il y a cette citation que je connaissais pas de Corey Brewer, mais que je trouve absolument géniale. En plus parce que j'ai un petit attachement à Corey Brewer, parce que c'est un joueur qui est resté longtemps à Minnesota, mais qui fait un move absolument génial comme il savait faire, qui va au cercle et qui se loupe complètement. Il loupe complètement son lay-up. Et le coach lui demande, mais Corey, comment ça se fait que t'aies pas réussi à marquer ce panier? Il lui répond, j'ai fait mon truc, mais quand je suis arrivé au panier, j'ai juste manqué de talent. Et je trouve que c'est une réponse géniale parce que ça dit plein de choses. Bon, c'est assez marrant en plus parce que quand on voit le style de Corey Brewer qui était surnommé le dribbleur ivre, ça colle assez. Mais ça en revient presque à quelque chose de basique, hein, qui est que en play-off, il y a un moment où même pas seulement en play-off, mais t'arrives au bout de ton talent en quelque sorte. Et ça, c'est quelque chose qui finalement est inévitable et presque tellement simple que c'est banal. Mais plus ça se resserre, plus le talent joue. Et je trouve que cette manière de le présenter était assez intéressante. Ouais, je pense que je vais la réutiliser moi-même. Je vais lui piquer. Mais alors peut-être pour conclure, ce qu'on peut dire aussi, parce que là on a fait quand même beaucoup de critiques, mais je pense qu'en fait notre vision et par rapport à la question de la cible, l'intérêt qu'on peut avoir pour ce livre, à quel point on peut le trouver intéressant, ça dépend en fait totalement de à quel niveau est-ce qu'on s'y connaît nous-mêmes sur le basket, quoi, tout simplement. Oui, et puis je trouve aussi à quel point on a l'habitude de lire des choses qui sont basées sur des raisonnements statistiques un peu complexes. Tout à fait, ouais. Parce que ça a un côté quand même assez déstabilisant au premier abord. Parce que c'est vrai qu'on a dit que il y a plein de trucs, il y avait rien de révolutionnaire pour nous dans ce bouquin, mais en même temps, voilà. Moi, j'ai un podcast sur le basket. Toi, t'écris aussi depuis des années sur le basket. T'as comme moi les mains dans le cambouis pas mal de temps par jour ou par semaine. Donc nous, on s'y connaît, on lit pas mal de trucs et tout, mais je me dis aussi que des gens qui s'y connaissent beaucoup moins, ils vont trouver que ce livre a beaucoup plus d'intérêt, je pense, que ce que nous, on peut le faire, quoi. Ouais, je pense. Ça m'intéresserait beaucoup d'ailleurs d'avoir l'avis d'autres lecteurs qui ont un profil un peu différent, voir ce qu'ils en pensent. Après, c'est vrai qu'il faut passer outre le niveau. En tout cas, il faut être un peu au-dessus du niveau de complexité des chiffres et tout ça. Mais c'est vrai aussi que c'est pour ça que je voulais parler de ce livre, notamment pour faire une critique un peu du livre en lui-même, hein, ce qu'on a fait, à la fois la forme, le fond, etc. Le faire avec toi, c'était en plus très agréable parce que toi-même, t'es très calé là-dessus en tant que prof de littérature, donc je voulais faire ça pour ça, en tant qu'œuvre en elle-même. Mais je pense aussi que, tu vois, parmi les auditeurs de mon podcast, il y a peut-être des gens qui sont intéressés par ça, s'ils écoutent le Basket Lab, mais qui s'y connaissent peut-être pas autant que nous qui écrivons sur le basket depuis des années. Donc je pense que pour le coup, les auditeurs du Basket Lab ou de l'Écho des Parquets, ce sont des gens qui pourraient être totalement intéressés par ce livre-là et qui pourraient apprendre des tonnes de choses dans ce livre-là. Donc c'est pour ça que je voulais en parler, parce que je pense aussi que
voilà, si vous écoutez, n'hésitez pas non plus à aller faire votre propre avis. Sans doute que pour vous, il y aura plein de choses, soit à découvrir, soit à redécouvrir aussi. Ouais, je suis d'accord. Alors, je sais pas si toi, tu pourrais dire que par rapport à d'autres livres de statistiques, il y en a qui sont meilleurs pour une première approche. Sur le basket, j'en ai pas qui me viennent en tête. Moi non plus. Mais j'ai pas lu celui de Ben Taylor, donc. Ah, bah alors, justement, on peut passer du coup aux recommandations. Moi, c'était celui-là que je voulais recommander en termes de basket, c'est celui de Ben Taylor. Mais qui, pour le coup, c'est pour ça que je dis que c'est pas totalement des stats, parce que il parle de stats, mais il parle aussi beaucoup des biais cognitifs, et de la manière dont on perçoit certaines choses dans le basket en termes de valeur, en termes de, voilà. Donc c'est vraiment un livre complet, qui ne s'arrête pas que aux statistiques. Donc vraiment, moi, c'est ma première recommandation, c'est Ben Taylor, Thinking Basketball. Vous allez sur Amazon ou ailleurs, il est assez facilement trouvable. Première recommandation. Est-ce que toi t'en avais aussi ou pas, du coup? Pas vraiment, parce qu'en fait, j'ai pas l'impression qu'il y en ait tant que ça déjà. Moi, je crois que c'est le premier livre vraiment. Enfin non, c'est le deuxième, parce que j'ai lu celui de Goldsberry qui s'appelle Sprawl Ball, mais qui est pas, ça vaut pas le coup d'aller voir, à moins vraiment qu'on n'y connaisse pas grand-chose. Et je dis pas ça en termes négatifs, mais qu'on veuille juste une première approche avec des graphiques un peu jolis et des illustrations un peu jolies. Mais sinon, bon, Ouais, est-ce qu'on peut le résumer en disant qu'aujourd'hui les équipes prennent des 3 points? Oui, voilà, en gros, c'est ça. Mais bon, quand tu débarques juste, bon, bah voilà, ça t'apprend 2-3 choses sur l'évolution du jeu. Et sinon, non, moi, comme livre, c'est le seul auquel je pense, mais aussi parce que j'ai pas lu Ben Taylor. Mais je recite le nom de Ben Folk, qui pour moi est la référence du point de vue de la clarté et de l'explication. C'est avec lui, moi, que j'ai commencé à vraiment apprendre de manière le plus claire, mais il a pas fait de livre. Il faut s'abonner à Cleaning the Glass. Alors malheureusement, il écrit plus, mais il y a plein d'archives de ses articles. Mais ce qui montre aussi, c'est quelque chose dont on n'a pas parlé aussi, c'est vrai que c'est un domaine de niche, finalement, le créneau qu'essaye de prendre ce livre, dans le sens où les livres de basket, ça existe, mais c'est souvent des livres un peu de narratif, un peu d'histoire, un peu de soit des biographies, soit des époques en particulier. Et c'est vrai que, à part le livre de Ben Taylor sur les stats et sur les biais cognitifs, à part ce livre-là de Seth Partnow, et peut-être à part aussi le livre qui va paraître de Mike Prada, ça je pense que je suis très impatient de le lire, qui lui va revenir un peu plus sur l'évolution du jeu. C'est vrai que c'est un créneau qui existe pas trop en sport, en tout cas en basket, et même en foot. Moi, encore une fois, je vous recommande Soccernomics, où les attaquants les plus chers ne sont pas ceux qui marquent le plus souvent, de Simon Cooper et Stefan Svensky, pardon. Voilà, c'est vrai que c'est pas commun quoi comme livre de sport, mais parce qu'on en revient toujours à la même question et dont on a bien parlé aujourd'hui, c'est la question de la cible finalement. Autant les geeks du basket et du sport ou du foot en général, on est prêt à aller regarder sur des articles, autant le grand public, je suis pas sûr qu'il soit prêt à acheter des livres sur ça quoi finalement. Ouais. Donc c'est un peu le problème. Après, est-ce que tu as lu Moneyball aussi? Non, j'ai vu le film, mais j'ai pas lu. Ah, c'est vrai que le film est assez sympa aussi. Mais voilà, moi je vous recommande aussi Moneyball, le livre, évidemment, qui est très intéressant, même s'il faut aussi connaître un peu au niveau du baseball. Enfin, en tout cas, il faut connaître les règles. Ça, c'est sûr. Oui, c'est pour ça que moi, j'ai trouvé le film très sympa, très agréable, mais j'ai rien compris aux enjeux précis du jeu, puisque en fait. Oui, t'as pas compris la révolution. Ah, pas du tout, puisque le baseball, j'y connais rien. Donc. Oui, t'as pas compris en quoi c'était une révolution, quoi. Ok. Mais en tout cas, merci beaucoup, Rafa, d'être passé pour parler de ce livre de Seth Partnow. Bah, avec plaisir, Guillaume. J'espère qu'on aura donné un peu envie quand même d'aller voir, et malgré toutes les critiques, parce que ça tout à fait. C'est des débats vraiment très intéressants. On apprend des choses malgré tout. Du moins, on apprend je trouve, à aiguiser aussi son esprit critique, sa manière dont on pense le jeu malgré tout. Ça nous aide à penser nos biais intellectuels. Tout à fait. Merci beaucoup, Rafa. Merci à toi, Yann. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. D'autant plus que c'est vrai que c'est quand même un format très particulier. Mais voilà. Et puis d'ailleurs, encore une fois, n'hésitez pas aussi à vous faire votre propre avis à propos de ce livre, sachant que selon votre niveau, selon à quel point vous passez du temps sur la NBA, à lire des articles, etc., il y a quand même plein de très bonnes choses à apprendre dans ce livre. Donc voilà. N'hésitez pas aussi à vous faire votre propre avis sur ce bouquin. Pour la prochaine fois, je peux pas vous dire exactement qu'est-ce qui va sortir, ça va dépendre de pas mal de facteurs, mais je pense que la prochaine fois,
c'est possible qu'on se retrouve pour notre fameux épisode dont j'avais parlé déjà, le classement par tier list, par chapeau, des meilleurs supporting cast de NBA. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Encore un très très grand merci à Rafa d'être venu parler de ce bouquin avec nous. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao.